Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 4 de Au cœur de l'action, un épisode qui vous raconte comment ça se passe dans les interventions. Alors pour cet épisode, là on en a sauté, donc là on est en sortie d'atelier encore une fois, après 3 jours intensifs d'atelier dans notre CDMO Biotech. Alors Arnaud, comment ça va ? Écoute, ça va bien, comme tu dis, 3 jours intensifs, on est bien KO, mais on a bien travaillé et je suis assez content de ce qu'on a fait pendant ces 3 jours. Donc on était, pour refaire un petit peu dans l'épisode précédent, donc on était ressorti de là avec finalement des pré-cartos. Ouais, non, on était sorti de là avec une partie des choses déjà cartographiées et il nous restait l'autre partie, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, voilà, le début, donc on avait un certain nombre et puis on a recommencé à faire des ateliers, donc finalement on a terminé le travail qu'on avait entamé la dernière fois. Exactement, donc en fait on s'est reséparés à 3 avec des groupes et on allait cartographier les derniers process qui nous restaient à cartographier. Ça c'est ce qu'on a fait pendant les 2 premières journées et aujourd'hui c'était un peu la revue finale de toutes les cartos, quoi. Et alors, donc là, qu'est-ce qu'ils ont exactement comme outil à leur disposition à la fin de finalement ces 6 jours de travail ? Des cartos de process. Super. Ouais, c'est tout. Ça va. Mais la vraie question c'est à quoi ça pourrait servir et à quoi ça va nous servir surtout. Ouais, ok. Donc en fait, ces cartos de process, ça va servir dans la suite du projet pour pouvoir positionner les rôles des uns et des autres, savoir qui fait quoi dans l'entreprise sur ces différents process, pour identifier potentiellement des nœuds, c'est-à-dire des activités où il y a beaucoup de personnes différentes qui interviennent, et pour identifier aussi sur une personne donnée si elle intervient dans plein de process différents avec des échéances d'activités différentes, quoi. Ça c'est l'utilité dans le projet. Après ce qui est intéressant c'est que cette carto qu'on a faite, elle peut servir à plein de choses. Elle peut servir à aller creuser des points spécifiques pour faire de l'amélioration de process si on veut. Elle peut servir à communiquer en interne, elle peut servir à faire prendre conscience de ce que font les uns les autres. Et je vais te laisser d'ailleurs donner la très belle métaphore que tu as expliquée tout à l'heure à une cliente au sujet de l'escalier. Ouais, donc la carto process, c'est la première marche qui mène à plein d'escaliers. Ça a l'air bizarre comme ça, mais si on n'a pas une cartographie exhaustive de l'activité, c'est impossible de l'améliorer. C'est clair. Sans connaître ce que les gens font, et d'ailleurs les entrants et les sortants, on peut rien faire. Donc en fait, c'était une étape essentielle pour le projet d'organisation qu'ils veulent faire, mais ça peut être une première étape essentielle pour tout un tas d'autres choses, comme amélioration des déviations, amélioration de la communication entre les services, amélioration de la relation client. Enfin bref, il suffit juste de mapper, par exemple, à chaque fois que le client intervient n'importe où sur la carto, et finalement, on aura tous les points d'entrée et de communication avec le client pour pouvoir soit les rationaliser, soit les diviser. Enfin bref, ça peut être, si on voit qu'une personne a une relation client, mais qui a d'ailleurs à côté de ça tout un tas d'autres activités, c'est savoir si ça se trouve en fait le client il arrête pas d'attendre après cette personne parce que finalement en interne elle fait plein d'autres choses, quoi. Ouais, complètement, c'est une très bonne analyse. Donc finalement la cartographie process, comme je disais, c'est la première marche qui mène à de nombreux escaliers, et donc l'escalier que nous montrons ça sera une réorganisation selon la charge et selon les différents types de tâches, mais on pourrait en faire plein d'autres, quoi. Ouais, c'est clair. Et en fait, c'est un élément ultra clé, en tout cas pour le travail sur l'organisation. Parce qu'on ne peut pas réfléchir l'organisation comme ça se fait tout le temps. C'est-à-dire, ok, on a des départements, puis hop, tiens, il y a tel truc à faire, on le donne à un tel, sans trop se poser la question. Parce que cette vision carto donne aussi une vision d'ensemble de l'entreprise, et du coup ça permet aussi d'aligner un peu sur des objectifs un peu communs les personnes, quoi. Donc c'est vrai que en fait si on fait pas cette première marche en orga, et c'est souvent le cas, on finit par se casser la gueule dans l'escalier, quoi. On a raté la première marche. Alors, autre question qui nous a été pas mal posée lors de cette restitution, c'était au sujet du niveau de détail. Alors, il y a certains qui s'y retrouvaient pas parce qu'effectivement, ils faisaient une tâche toute la journée, tout le temps, quoi. Donc, c'était finalement une case par rapport aux 600 cases mappées. Et donc, ils étaient
un peu frustrés. Alors Arnaud, comment on a réussi à leur expliquer la différence du niveau de détail? Ah, bonne question. Question même très dure, parce que du coup, effectivement, le niveau de détail, c'est vraiment le point difficile. Et tu vois, on avait beau être 3 différents qui maîtrisons globalement la méthode, on n'a pas forcément fourni le même niveau de détail sur tous les process, mais même au final, si je prends moi, ma personne, d'un process à l'autre, on n'avait pas forcément le même niveau de détail. Et donc, c'était vraiment de leur faire prendre conscience que, ok, le niveau de détail dont on a besoin, ça va être pour justement positionner les personnes de qui fait quoi quand, identifier un peu les volumes de personnes, où est-ce qu'on a beaucoup de personnes qui interviennent, et du coup, bah, ça veut dire que potentiellement on a aussi de l'hétérogénéité dans les pratiques, ou alors où est-ce qu'on a très peu de personnes et c'est un point bloquant, enfin bref. Et du coup, tout ça, tout ce travail, c'est pas encore pour définir la nouvelle organisation, c'est pour identifier les opportunités d'amélioration par la suite. Et s'il y a besoin, une fois qu'on a identifié des endroits où on veut améliorer, eh ben on va les creuser, on va aller rentrer dans un niveau de détail plus poussé et pouvoir faire des évaluations de charge s'il y a besoin de creuser plus, évidemment. Mais on va pas se retrouver à creuser partout dans tous les niveaux de détail, parce que là, faut juste s'imaginer. 6 jours de workshop, on a plus de 600, presque 700 cases d'activité dans nos process. Si on est allé dans un niveau suivant, bah en fait, on aurait été à, je sais pas moi, 1000, 2000, 3000 cases. Enfin, c'était ingérable et il nous aurait fallu des semaines et des semaines pour faire ça, quoi. Donc, il faut vraiment focaliser l'effort. Et c'est vraiment ce qu'on leur a expliqué, c'est que ce premier niveau de détail va nous servir pour identifier des opportunités. Et après, sur ces opportunités, s'il y a besoin, on ira plus dans le détail. Voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est d'identifier surtout les interactions, parce qu'en fait, au final, c'est quand il y a des frottements, c'est souvent parce que des personnes travaillent ensemble, parfois sur la même tâche, parfois du coup sur une interaction entre 2 tâches différentes, et finalement sur un train par exemple, voilà, si une personne doit écrire 7 documents, si c'est la même personne qui doit les écrire au même moment, même si ça lui prend 2 semaines d'écrire les 7 documents, c'est finalement une personne toute seule dans son bureau qui va écrire les 7 documents. Donc là, on peut se permettre de écrire ce 7 de 7 documents, même si du coup elle sera frustrée parce que finalement ça représente 2 semaines de travail dans le mois. Finalement cette tâche, elle la maîtrise, elle a l'accès entier entre les entrants et celle qui gère complètement toutes les interactions. Donc finalement c'est pas une étape, c'est une étape qui va peut-être lui prendre beaucoup de temps, etc. Mais au niveau de l'organisation, ça va pas forcément être un problème. Alors pas forcément un problème, je sais pas, mais en tout cas ça sera pas forcément pertinent de rentrer plus dans le détail, quoi. Exactement. Et après, ce que j'avais dit à un gars qui posait la question justement sur le niveau de détail, effectivement, on peut par exemple sur l'opération faire un sandwich, on peut détailler l'opération, ouvrir le pot, prendre le couteau, sortir le pain, ouvrir le sachet du pain, etc. Comme on voit sur cette vidéo qui tourne un petit peu sur les réseaux. Effectivement, tu peux décrire cette une opération en plein de petites opérations, mais finalement, encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est que au début pour le sandwich, on a le pain, le couteau et le beurre, et à la fin, on a un sandwich, quoi. Exactement. C'était une très belle métaphore qui a beaucoup fait rire tout le monde d'ailleurs. Ah, qu'est-ce qu'on est marrant. Bon, et puis on a fait autre chose aussi, on a commencé l'étape suivante également, c'était de rassembler les données sur quels sont les types de rôles qui vont être intégrés dans cette cartographie. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris par rapport à cette organisation ? Dis donc, quelle drôle de question bien orientée. Ouais, non, c'est clair. Du coup, oui, donc en fait, juste pour reclarifier, donc là, on a des activités, donc à peu près 600, 700 activités. Et du coup, on va vouloir aller identifier sur chacune des activités, en fonction des différentes personnes dans l'entreprise, les différents rôles, s'ils sont responsables, donc c'est eux qui font l'activité, ou s'ils sont contributeurs, donc quelque part ils contribuent, mais c'est pas eux qui font. Je prends l'exemple, rédiger un doc, t'en as un qui rédige et puis t'en as d'autres qui apportent de l'information et qui contribuent, quoi. Bref. Et donc, en fait, si, il y a quelque chose qui m'a interpellé, quoi. C'est qu'une fois qu'on avait listé tous les rôles, on en avait, 140
40 rôles différents. Là, c'est un élément de diagnostic en soi, quoi. Ça veut dire que limite, il n'y a pas de, chaque personne a presque un rôle unitaire. Je caricature un peu, mais voilà. Et du coup, c'est interpellant. Après, on verra quand on fera l'attribution entre rôle et activité. Je pense que ça peut donner quelque chose de très intéressant, quoi. Ouais, c'est clair. Enfin, quand on fait après la moyenne, 140 personnes, 600 actions, ça fait quasiment 5 actions par personne, quoi. C'est pas 140 personnes, 140 rôles. Parce qu'après, il y a quand même quelques rôles où il y avait 4-5 personnes derrière. Mais bon, globalement, en moyenne, on avait quand même une grosse majorité où c'était une personne. Et puis, il y en a certaines où c'était pas une personne, quoi. Et toi, il y a des trucs qui t'ont interpellé justement sur ces rôles ? Oui, interpellé, non, mais après, c'est un moyen, on est dans un autre pays, donc c'est un moyen probablement de classification différent de ce que nous on a l'habitude. Par contre, pour l'étape suivante, ça va vraiment nous poser, je pense, un problème pour représenter de ce qu'on a l'habitude, parce que si jamais on voulait utiliser une couleur par personne, ça va tout de suite bloquer, parce que même sur la palette de couleurs, la palette de couleurs PowerPoint ou Word ou quoi ou Excel, la palette on de va pas existante dans le monde. On va avoir un problème de perception, quoi. Donc il va falloir probablement qu'on fasse des regroupements, et puis même pareil, pour savoir qui va dire qui fait quelle action. Donc là en fait au final on doit faire 132 fois 500, même si on passe 10 secondes par action, ça va prendre beaucoup de temps. Donc il faut qu'on s'organise un peu différemment pour envisager le travail pour que ça passe dans une durée d'atelier standard, et puis même qu'on organise la collecte de données de façon pertinente pour que derrière on se retrouve pas avec un bordel impossible à traiter. Donc voilà, un petit challenge pour nous. Donc on vous tiendra au courant le prochain coup sur comment on a réussi à démêler ce sac de nœuds et comment ça s'est passé. Mais bon, globalement, je sais pas, moi je reste confiant. Et toi, Arnaud ? Ouais, moi je reste confiant. Ce qui est intéressant aussi quand même, parce qu'on n'a pas trop abordé ce point-là, mais au final, au moment de partager les cartographies finales aujourd'hui, on s'est rendu compte sur certains process qu'on avait des gros trous dans la raquette. Enfin, pas des gros trous, mais un manque de rationnel, parce qu'en fait, les personnes sur site avaient une vision un peu biaisée de leur activité, biaisée sur qu'est-ce qu'on vend à nos clients, qu'est-ce qu'ils vendent à leurs clients. Et du coup, quand il a fallu aller mapper certaines activités support, on n'avait pas les personnes dans le workshop. On n'avait pas les bonnes personnes. Donc forcément, il y a des trucs où, quand on le mappait avec eux, je fais, ouais, c'est pas très cohérent, c'est pas très rationnel. Ok, on a quelques trucs qui sont ok, mais ça nous paraissait pas ouf. Et donc, juste avec ce travail, déjà aussi, on a un peu brisé une vision de l'entreprise. On a un peu brisé leur façon de voir l'entreprise, et c'est pas plus mal, parce qu'en fait, y a pas mal d'activités de support qu'on oublie souvent quand on pense on fabrique des produits pour des clients, quoi. Ouais, quand tu dis qu'on avait pas mal de trous dans la raquette, non. C'est pas des trous dans la raquette. Moi, du coup, j'étais assez content finalement, parce que sur on a fait quasiment 20 cartes de 20 processus, quoi, globalement. Et il y en avait que 2 qui étaient globalement un peu problématiques. Effectivement, sur les fonctions support, sur certaines fonctions support, c'était comment faire pour avoir des équipements qualifiés, validés et en état de fonctionner, quoi. Et là, effectivement, quand tu fais dans les services, ça, t'y penses jamais, quoi. C'est un peu les travailleurs de l'ombre qui font que ton usine fonctionne, mais c'est pas un service que tu vends à tes clients. Donc effectivement, il avait oublié dans le mapping. Mais par contre, sur tout le reste, on était quand même. Franchement, moi j'étais vraiment très surpris sur le fait qu'on a été très très peu corrigé sur l'ensemble de notre carton. Donc on était quand même vraiment pas mal sur 500, plus de 500 actions. C'est quand même assez incroyable, quoi. Après, ce qui a participé à ce qu'on soit pas trop corrigé, c'est que c'est justement eux qui ont construit les cartos. Et nous, on les a accompagnés à avoir le bon niveau de détail, et puis après, faire la mise en forme pour que ça soit clair. Mais c'est ça la grosse différence par rapport à ce qu'on pouvait faire avant, où on faisait des interviews et après nous, on faisait les cartos sur la base d'interviews. Là, c'est eux qui l'ont fait, donc forcément, il y avait moins de challenge parce que c'était le résultat de leur travail. Même si tout le monde n'a pas participé à faire toutes les cartos, et il y avait quand même quelques commentaires, mais
c'est vrai, comme tu dis, il y a 2 process sur 20 qui étaient... Et encore, c'est pas des trous dans la raquette, ça a pas été oublié. Enfin, même nous, on n'allait pas oublier de dire « Hey les gars, vous gérez comment vos équipements ou votre usine ?» Mais du coup, c'était plutôt sur les activités dans les process où c'était des fois un peu manque de cohérence. Mais oui, au global, je pense qu'on a dû ajuster ou rajouter ou déplacer peut-être, je sais pas moi, même pas 10 activités sur les 500 ou 600, ce qui est incroyable en fait. Franchement, c'est une belle performance quoi. On peut se taper sur le ventre, voilà. Et donc Arnaud, l'objectif pour le prochain coup, qu'est-ce que c'est ? Quel est l'objectif qu'on va essayer de leur fournir pour le prochain coup ? Enfin, qu'on va essayer de leur faire faire, parce que du coup, finalement, on a déjà notre truc qui est pas mal foutu. Et du coup, la fin de l'atelier prochain, c'est quoi d'avoir ? Qu'est-ce que ça serait notre objectif ? Bah, l'objectif, c'est d'avoir dans tous les services, tous les rôles positionnés sur toutes les activités. Est-ce que je suis responsable, contributeur ? Donc ouais, ça c'est un gros challenge. Effectivement, en 3 jours, on va pas chômer encore une fois. Parce que comme tu dis, 600 boîtes et 140 rôles différents, ça va. Bon, après c'est pas une multiplication. On va pas faire alors boîte par boîte. Alors attends, on prend tel rôle. On va pas parcourir les 140 rôles à chaque boîte quoi. Mais bon, malgré tout, ça va être un gros challenge. Donc l'objectif à la fin du prochain atelier, c'est d'avoir sur toutes les boîtes quels sont les rôles qui soit sont responsables, soit sont contributeurs, et pouvoir identifier des overlaps de personnes responsables par exemple, et d'avoir la même tâche qui est faite par plusieurs personnes de plusieurs départements différents. Et ça, c'est quelque chose qui est inquiétant pour eux. Enfin, quand on leur a présenté ce qu'on allait faire, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, eux, c'est là qu'ils se disent mais à quelle sauce on va être mangé ? Et on a eu des questions, mais alors on va évaluer la charge, mais d'ailleurs, est-ce qu'on va évaluer le temps, non pas en charge, mais en délai que ça prend, etc. Et en fait, non, nous, là, on est sur une vision organisation, et on cherche les opportunités. Donc pour le moment, l'évaluation de charge, on s'en fout. On en aura besoin de l'évaluation de charge quand on va dire ok, sur ce point-là, il faut qu'on revoie l'organisation. Donc pour revoir l'organisation correctement, on a besoin de la charge, mais ça vient bien plus tard. Déjà, c'est identifier les endroits où donc dans les process, où on a des overlaps de personnes, avec beaucoup de personnes qui font la même tâche, ou alors inversement, à la vision d'une personne qui est mobilisée dans plein de process différents de manière complètement incohérente, avec des échelles de temps, donc long terme, court terme différentes, flux hors flux différents, et donc ça va être vraiment l'objectif quoi. Et quand je dis éparpillé dans plein de process de manière complètement incohérente, avec une vision stylo, ça pourrait paraître cohérent. Mais quand on a une vision process, en fait, finalement, c'est plus si cohérent que ça. Donc très bien résumé, et la prochaine fois on vous expliquera l'avantage de pouvoir donner la vision court terme, long terme par rapport aux différents rôles, et l'avantage que ça a de donner de 100% d'action court terme à une personne et 100% d'action long terme à une autre, plutôt que d'avoir un mix complètement erratique des deux, parce que c'est très compliqué. Bon bref, on vous expliquera ça dans le prochain épisode. Et du coup, on en profitera aussi pour préciser justement qu'est-ce qu'on entend par long terme, court terme, parce qu'il y a des gens qui font des actions tous les jours. Et pour eux, entre guillemets, c'est ce que je fais tous les jours, c'est du court terme. Alors qu'en fait, pas du tout, c'est du long terme. Parce que ce qu'ils sont en train de faire tous les jours va servir dans 18 mois, quoi. Et du coup, ça paraît bizarre. C'est assez difficile à bien appréhender comme notion. Donc on expliquera un peu plus effectivement dans le prochain épisode. Merci à tous de nous suivre, merci pour vos retours, et à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt.